Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de critique de Venom, un film qui sort en France le mercredi 10 octobre et qui se fait descendre par la plupart des critiques et qui cartonne au box-office mondial, enfin en tout cas pour l'instant. Du coup, que peut-on en penser? Bien justement, cette vidéo est là pour ça. Pour commencer, parce que je pense qu'un bon paquet d'entre vous se pose encore la question, eh bien non, un Venom ne fait pas partie du MCU, du Marvel Cinematic Universe. C'est un film produit par Sony, qui a été fait en association avec Marvel, et c'est là toute la subtilité. Alors de manière générale, et sans vraiment de spoiler pour l'instant, rassurez-vous, je dirais que c'est un film étrange, ce Venom. Certains l'ont comparé à Catwoman, le film de 2004 avec Halle Berry, qui était une vraie catastrophe, et ce n'est pas du tout mérité, le film n'est pas si mauvais que ça, mais il a quand même un bon paquet de faiblesses, et notamment scénaristiques. En effet, on a l'impression que le script ne parvient jamais à véritablement combler l'absence de Spider-Man. On sait que Spider-Man est totalement fondamental dans la création du Venom de Eddie Brock, puisque Eddie Brock veut trouver sa revanche contre Peter Parker, pour des raisons que je n'ai pas développées ici, et que vous pourrez trouver dans les comics. Mais du coup, ce vide, eh bien, il se fait sentir, et malgré tous les efforts du film pour reconstruire une origine au personnage, eh bien, ça tombe un petit peu à plat. Et faute de cette motivation puissante et originelle pour Eddie Brock, eh bien on se retrouve face à une faible caractérisation, mais qui concerne aussi bien Eddie en tant qu'être humain, que Eddie plus le symbiote qui forme Venom. Et cette faible caractérisation, elle est bien dommage, elle est regrettable, puisque de mon point de vue, il y a vraiment deux éléments qui sauvent le film du naufrage, en exagérant un petit peu, mais le premier c'est Tom Hardy, sa performance, aussi bien en tant qu'Eddie Brock, même si le personnage manque de substance, mais lui l'acteur il est bien là et il est présent à l'écran, et aussi en tant que Venom, puisque c'est Tom Hardy lui-même qui fait la voix de Venom, donc souvent dans le film, on l'entend finalement se parler à lui-même. Il apporte beaucoup d'énergie, une forme de comédie physique, corporelle, j'ai envie de dire, comme pouvait le faire Robin Williams à son époque. Et toute cette énergie, elle est malheureusement un peu sous-exploitée par le film. Ce qui est beaucoup reproché à Venom, c'est les différentes tonalités que le film essaie de rassembler. On hésite entre l'action, la comédie, l'horreur, le buddy movie, entre Tom Hardy et lui-même. Et c'est vrai que tous ces éléments, c'est un peu difficile de les faire cohabiter, et le film s'y essaye et réussit tant bien que mal, mais il faut quand même souligner, et c'est très important, que tous ces éléments sont bel et bien présents dans le personnage de Venom dans les comics. Alors évidemment, le fait d'être fidèle aux comics ne fait pas un bon film, on peut très bien reprendre des éléments texto des comics et faire quelque chose de très peu intéressant d'un point de vue cinématique, mais c'est plutôt l'utilisation de ces différentes tonalités, de ces éléments par le scénario qui est plutôt à remettre en cause de mon point de vue. Ce scénario, j'y reviens un peu plus en détail dans toutes ses faiblesses. On a d'abord une introduction longue, un petit peu laborieuse, plate, jusqu'à ce que enfin Eddie soit contaminé par le symbiote. On a après un déroulement très classique, très prévisible, en mode un petit peu chasse à l'homme, et une conclusion encore plus prévisible et surtout un méchant vraiment pas terrible. Du côté du rôle féminin, avec Anne Weying, qui est l'ex de Eddie Brock, eh bien on se retrouve avec quelques moments qui sont censés la mettre en avant, mais qui sont totalement désamorcés par des punchlines qu'on dirait tout droit sorties des années 90, et du coup à force de tenter de nous convaincre, nous spectateurs, de son utilité, on comprend bien que finalement c'est un rôle secondaire féminin sans grand intérêt, comme malheureusement il y en a beaucoup. Bon, j'avoue pour l'instant, vous devez vous dire que le tableau que je vous peins est très sombre, mais je vous avais parlé de deux éléments qui viennent un peu sauver ce film. Le premier c'est Tom Hardy et le deuxième c'est le visuel. Le visuel d'abord du personnage lui-même, Venom, qui est très proche des comics, très réussi, qui est bien plus fidèle que ce qu'on avait pu voir dans Spider-Man 3 notamment, un film assez décrié mais bon, on ne va pas revenir en détail là-dessus maintenant. Il faut dire que depuis, forcément, les effets spéciaux ont fait de sacrés progrès. La transformation, les pouvoirs du personnage sont visuellement bien traités. On a aussi plusieurs scènes de combat, d'action qui ressortent bien. Et puis la photographie générale de ce film qui est plutôt bien maîtrisée. Maintenant que j'ai posé toutes les bases de mon avis général sur le film, j'ai envie de prendre un petit peu de recul et de me demander si ce film n'était pas confronté à un défi impossible, un petit peu comme Batman v Superman à son époque. De mon point de vue, si on observe les choses de façon assez réaliste et dépassionnée, l'objectif qu'on avait fixé à Venom était presque impossible à atteindre, du fait évidemment de l'absence de Spider-Man. Alors le scénario tente ce qu'il peut pour dépasser ce vide énorme qui est laissé par l'absence de Peter Parker, mais pour y parvenir, je pense qu'il aurait fallu au moins 2 films.
Oui, de film, puisque de mon point de vue, pour qu'un personnage devienne un bon anti-héros, il faut d'abord, auparavant, qu'il nous ait été présenté comme un véritable méchant, convaincant, effrayant. Et malheureusement, le film Venom n'a absolument pas le temps de bâtir cette aura effrayante, traumatisante, presque, que pouvait avoir le personnage Venom dans les comics dès ses premières apparitions. Non, tout de suite, il est plutôt utilisé comme un ressort comique, donc forcément, ça casse un peu le délire. Pour vous donner une image qui pourrait être assez frappante, je l'espère, imaginez que le Joker de Nolan, par exemple, décide tout d'un coup de devenir un anti-héros et qu'il prenne sous sa protection une famille d'innocents. Ben forcément, les spectateurs qui regarderaient un spectacle pareil seraient toujours accrochés au bord de leur siège et se demanderaient à quel moment le Joker va finir par péter un plomb et pousser mémé dans les escaliers. Bon, on a essayé de prendre un peu de recul et c'est très bien, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut excuser au film toutes ces maladresses qui sont bien trop nombreuses. Et on va commencer avec le casting en dehors de Tom Hardy, comme je vous l'ai dit, il s'en sort quand même plutôt pas mal, surtout quand on considère ce avec quoi il travaille comme base. Eh bien, on a toute une galerie de personnages qui sont simplistes, inconsistants et presque inexistants à l'écran. Je vais commencer avec Riz Ahmed, l'interprète de Carlton Drake, le grand méchant du film. On sait que Riz Ahmed est un acteur capable, il l'a déjà démontré dans la série The Night Of, qu'il l'a révélé au grand public. Mais là, son personnage fait plus pitié que peur. C'est une sorte de caricature d'un patron des GAFA, vous savez, ces grandes boîtes d'internet que sont Google, Amazon, Facebook et Apple. Mais franchement, je sais même pas quoi dire de plus, ça tombe à plat, quoi. Ensuite, on a Michelle Williams, encore une actrice très respectée, dans le rôle de Anne Weying, qui joue l'ex d'Eddie Brock. Et là, encore une fois, ce personnage, il existe davantage à l'écran au travers de sa perruque que de sa personnalité, donc c'est quand même dommage. Bon, face à un tel constat, tant au niveau de l'interprétation que des personnages surtout, eh bien on peut regretter l'absence d'une violence plus percutante, notamment quand on prend conscience que finalement les meilleures scènes du film, ce sont les scènes de combat, les scènes d'action. Et là, du coup, avec un scénario aussi pauvre, on peut se dire que le film aurait profité d'un classement de violence plus élevé, Rated R pour le classement américain, mais évidemment, on est parti sur du PG-13 pour viser un public plus large et pour permettre ensuite plus facilement un crossover éventuel avec Spider-Man. Attention cependant, je ne dis pas que la qualité d'un film, même de Venom, va dépendre de son niveau de violence. Non, je dis juste que, vu la pauvreté scénaristique, qu'il faut bien le reconnaître, de ce film, eh bien un peu plus de violence dans certaines scènes aurait pu le caractériser davantage, le différencier davantage, notamment de la production Marvel du MCU. Et puis il faut bien dire que cet aspect violent, horrifique, fait vraiment partie de la jeunesse du héros dès sa création sous le crayon de Todd McFarlane. Et au sujet de cette violence, j'ai envie de vous donner quelques petits exemples pour mieux illustrer mon propos. Alors ça va concerner surtout tous les combats contre les humains, notamment l'équipe spéciale de la police qui essaie d'arrêter Venom. Là on aurait pu avoir des os brisés, du sang, un petit peu en mode full Logan, en référence au dernier film Wolverine, où c'est envoyé assez sévère en termes d'hémoglobine. Et puis aussi, dès qu'il bouffe des têtes, ça donne même à une scène un petit peu ridicule, même si c'était tout à la fin du film, ça m'en a un petit peu sorti, puisqu'il bouffe ce racketteur là, dans le magasin en bas de chez lui, et quand il sort du magasin, on voit derrière lui, bien à côté du comptoir, il n'y a absolument rien, pas une trace de sang, rien du tout, c'est un peu bizarre. Une scène d'ailleurs qui me permet de passer au sujet des nombreuses incohérences qui sont malheureusement présentes dans ce film. Alors là, juste à l'instant, je vous parlais de ce racketteur qu'il vient de tuer de façon horrible, et Eddie Brock apparemment n'a pas de souci à révéler sa véritable identité en tant que monstre à la propriétaire du magasin, alors que dans la scène juste avant, il l'avait caché à son ex-petite amie. On ne comprend pas trop la logique. Et ensuite, on a les fameuses incohérences scientifiques qui font toujours plaisir. Alors, dès le début du film, on a la façon dont les symbiotes ont été récupérés par la navette envoyée par la Fondation pour la Vie de Carlton Drake. A priori, ils n'étaient pas du tout dans l'espace pour ça, mais ils ont capté des signaux de vie sur une comète et on ne sait pas comment, ils ont réussi à récupérer des symbiotes dans l'espace, en plein vol, sur la comète. Alors je ne sais pas s'ils ont balancé des rouleaux de scotch par les hublots, ça reste très nébuleux tout ça. Et pour continuer donc sur nos jolis petits symbiotes de toutes les couleurs, donc ils survivent sans problème à la surface d'une comète lancée à pleine vitesse dans le vide intersidéral, mais par contre l'atmosphère de la Terre leur est mortelle. Pourquoi pas, scientifiquement c'est possible, mais du coup cela donne de grosses scènes complètement incohérentes. La première de ces grosses incohérences, c'est ce symbiote qu'on a laissé mourir tout seul comme un con dans une pièce, sans aucune surveillance. Effectivement, il avait pour mission de tuer la traîtresse qui avait vendu à Eddie Brock les véritables activités de la Fondation pour la Vie. Il y a Carlton Drake qui arrive comme ça, qui dit aux scientifiques
«Ah mais comment ça, vous n'avez pas surveillé?» Pour un truc complètement inestimable, hein, qu'ils ont mis des années à récupérer, donc c'est complètement ridicule. Et puis après, il y a la question quand même du plan de Riot, hein. Le chef des symbiotes apparemment, son plan ce serait de lancer une invasion de la Terre par ses semblables, mais allô, t'as pas compris que si tes semblables arrivent sur la Terre, ils vont tous mourir à cause de l'atmosphère? C'est quoi ce plan débile? Et pour finir sur ce type d'incohérence qui m'ont un peu énervé, il y a la fameuse compatibilité entre symbiotes et humains. Le film prend je ne sais combien de dizaines de minutes à nous expliquer à quel point il est complexe de trouver un humain qui peut correspondre à un symbiote, et généralement ça se solde par la mort très rapide de l'être humain. Mais comme par magie, hein, comme par un hasard incroyable, eh bien il se trouve que Venom, hein, le symbiote, est aussi bien compatible avec Eddie Brock qu'avec son ex-petite copine Anne Weying, puisqu'on nous sert She-Venom durant le film. Ah, le hasard fait vraiment bien les choses. Je vous propose maintenant de faire un petit tour rapide des références, des inspirations, des clins d'œil aux comics. Pas question ici d'être exhaustif, ce serait beaucoup trop long, mais ce qu'on peut dire pour commencer, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent de l'arc de comics Lethal Protector, avec notamment Carlton Drake, la Fondation pour la Vie, puis même un petit clin d'œil aux sans-abri, même si c'est beaucoup plus important dans les comics que dans le film. Malheureusement, s'il y a bien un arc de comics qui est sous-exploité par le film, eh bien c'est la planète des symbiotes. En effet, il aurait été très intéressant de retirer plus d'éléments de ce comics en termes de psychologie pour vraiment marquer la spécificité du symbiote Venom par rapport à tous ses congénères. En effet, on ne comprend pas trop quand il dit dans le film à Eddie « Moi aussi, dans mon monde, je suis un loser », mais on en reste là, c'est hyper frustrant, alors que dans les comics, eh bien, on apprend que la grande distinction, c'est que lui est prêt à chercher une forme de coopération avec son hôte, alors que les autres symbiotes veulent tout simplement la domination. Et cette remarque me renvoie d'ailleurs à une autre idée, celle du revirement soudain de Venom pendant le film. On ne comprend pas pourquoi tout d'un coup il se décide à protéger la Terre et à protéger sa population. C'est un événement très important, un pivot fondamental aussi bien pour le personnage que pour les films, et pourtant c'est expédié en 30 secondes, et là vraiment c'est très frustrant en tant que spectateur quand on cherche un petit peu à comprendre les enjeux. Ensuite j'en viens aux fameuses scènes post-crédit et aux suites potentielles à ce film Venom. Alors la seule véritable scène post-crédit qui concerne Venom directement, ça va être cette visite dans une prison, cette interview avec un tueur en série, Cletus Kasady. Alors il s'agit évidemment de jouer sur la connivence avec tous les fans qui connaissent le personnage de Carnage, un méchant emblématique de Venom et de Spider-Man, et forcément qui dit jouer sur la connivence dit aussi laisser une grande majorité du public sur le côté. On n'explique pas du tout les enjeux de ce rouquin joué par Woody Harrelson, mais que voulez-vous, on sait que déjà le premier Avengers avait joué là-dessus en introduisant très subrepticement Thanos à la fin. Concernant Woody Harrelson dans ce rôle, déjà on peut souligner que Woody Harrelson c'est un excellent acteur, vous le savez certainement, il serait capable de rendre un pneu intéressant s'il le fallait. Il est peut-être un petit peu vieux pour le rôle, mais ça ne me semble pas important. Donc la véritable question qui se pose, c'est le niveau de violence qu'il sera possible d'obtenir pour un film qui mettrait Carnage en tant que principal adversaire de Venom. Carnage, c'est un gars qui décapite, qui transperce, qui réduit tout le monde en morceaux, et avec du PG-13, ça semble impossible. Et pour ce qui est de la seconde scène post-crédit, il s'agit tout simplement de quelques minutes du film d'animation qui est attendu pour courant décembre et qui s'annonce excellent. Et enfin, concernant les suites potentielles, on sait déjà que Tom Hardy a signé pour 3 films, donc il en reste 2 après ce Venom. Le deuxième serait sans doute Carnage, Maximum Carnage, ce qui est plutôt prometteur, sachant que l'une des grandes faiblesses quand même de ce premier Venom, c'était son méchant. Et pour le troisième film, là on est carrément sur des hypothèses un petit peu farfelues, mais ça pourrait par exemple être inspiré de la planète des symbiotes, avec une apparition de Spider-Man si possible. La grande question qui se pose au final, c'est bien sûr de savoir si ce Venom a les reins assez solides pour permettre de poser les bases de ce fameux univers que Sony veut lancer de son côté, en parallèle du MCU. Alors ça va beaucoup dépendre du résultat au box-office, ça a l'air très bien parti, sachant qu'il pourrait y avoir un effondrement en deuxième semaine et ensuite en fonction du bouche à oreille. Et puis après au niveau artistique, reste à voir si Tom Hardy jugera le résultat satisfaisant au niveau de ses attentes. Et puis bon, vu qu'il est lié de façon contractuelle, peut-être qu'il n'aura pas le choix. Quoi qu'il en soit, ce qui me semble très clair personnellement, c'est que Sony a tout intérêt à maintenir son partenariat avec Marvel, avec le MCU, autour du personnage de Peter Parker, de Spider-Man. Ça lui donne beaucoup de visibilité dans des films de très grande qualité. Et pour tout dire, j'ai largement préféré Spider-Man Homecoming à Venom, personnellement. Bon, comme aujourd'hui je suis plutôt de bonne humeur, je ne vous menacerai pas de vous arracher la tête avec les dents si vous ne vous abonnez pas à la chaîne et si vous ne laissez pas un pouce en l'air, mais le cœur y est. Je
vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!